Alors, pour garantir une discussion fluide et respectueuse, veuillez couper vos microphones s'ils sont allumés et gardez vos caméras éteintes, sauf les invités. Chaque invité aura 10 minutes pour sa présentation. Est-ce que vous me recevez? Petite Salenta boy. Est-ce que vous me recevez, Max? Maître, est-ce que vous... Tertulang kemarin benar terbuka saya interferensi. Est-ce que vous me recevez, s'il vous plaît? Oui. Vous me recevez maintenant? Oui, oui. Je D'accord. reçois. Merci, c'est parfait alors. Alors, je vais revenir sur les règles pour le bon fonctionnement de l'atelier. Je disais tantôt que pour garantir une discussion fluide et respectueuse, veuillez couper vos microphones s'ils sont allumés et... Allô? Oui, on reçoit. D'accord. Chaque invité aura donc 10 minutes pour sa présentation. Après cela, nous ouvrirons la session des questions. Pour poser vos questions, veuillez utiliser la fonction lever la main et je vous donnerai la parole dès que possible. Vous pouvez aussi utiliser le chat pour poser vos questions et je serai ravie de prendre en compte. Je vous remercie pour votre coopération. Alors, aujourd'hui, nous allons explorer 3 spécialités médicales passionnantes qui sont la traumatologie, la traumato-orthopédie, la rhumatologie et la chirurgie générale. Pour ce faire, nous avons le plaisir d'avoir avec nous
aujourd'hui 3 éminents invités dont j'ai l'honneur et l'immense plaisir de vous les présenter. Je vous présente le Dr Seyd Younous Adou, qui est médecin, chirurgien, spécialisé en chirurgie générale, en chirurgie cancérologique et en chirurgie laparoscopique. Il est aussi le chef de service. Allô? Oui, Vous me recevez? oui. D'accord. Il est aussi le chef de service de chirurgie du centre hospitalier universitaire d'Abéché et enseignant-chercheur à l'université Adam Barka d'Abéché. Il nous fait l'honneur de partager son expérience et son expertise avec nous aujourd'hui. Maître, je profite de l'occasion pour vous exprimer ma gratitude et mon respect pour tout ce que vous m'avez enseigné. Ensuite, je vous présente le docteur Amidou Nanema, qui est interne des hôpitaux à Ouagadougou, au Burkina Faso. Il nous fait l'honneur de nous parler de la traumato-orthopédie et de nous partager ses conseils précieux dans ce domaine. Cher maître, nous sommes impatients de bénéficier de vos expériences et de vos conseils. Enfin, je présente Dr Oula Aboukrim, qui est 2S en rhumatologie à Fès au Maroc. Maître, merci d'avoir accepté de nous partager vos expériences et de nous éclairer sur la rhumatologie. Sans plus tarder, je donne la parole à Dr Seyd Adou Younous pour nous parler de la chirurgie générale. Maître, à vous la parole. Merci beaucoup Noura, pour le compliment. J'ai l'honneur de partager avec vous la petite expérience que j'ai eu à avoir durant tout mon parcours. D'abord, je me présente, malgré que vous l'avez fait, c'est Dr Seyd Younous Adou, né à N'Djamena au Tchad. Vous me recevez? Oui, maître. Allô? Oui, Oui, maître. Oui, vous recevez. On vous reçoit bien, maître. Né à N'Djamena au Tchad, c'est un pur produit du Tchad. Je n'ai pas fait un parcours scolaire à l'étranger. La médecine, c'était à Gardouli, à N'Djamena, durant 8 ans. Après avoir fini la médecine générale, j'ai d'abord servi dans la région de Silla. Après, je suis revenu dans la région d'Iwadaï, donc dans le district d'Amdam. Après, j'ai passé le concours de DS pour passer encore 5 ans en spécialisation, ce qui est sanctionné par un diplôme d'études spécialisées en chirurgie générale. Parallèlement à ça, j'ai fait également un stage d'1 année et demie en France, ce qui m'a permis d'obtenir des diplômes de sous-spécialisation, surtout en chirurgie laparoscopique et ainsi qu'en chirurgie cancérologique digestive. Donc, je m'attelle beaucoup plus, surtout sur la chirurgie cancérologique digestive, pour me permettre vraiment de me contenter, surtout de la chirurgie cancérologique digestive. Parallèlement à ça, je suis également à la faculté de médecine d'Abéché, où les cours sont beaucoup plus basés sur les spécialités surtout chirurgicales. N'empêche que je fasse également l'anatomie, la chirurgie de l'appareil respiratoire ainsi que la chirurgie viscérale. Donc, ces expériences hospitalières ainsi qu'universitaires m'ont permis quand même de gagner, surtout en matière d'expérience. Ceci étant, par rapport à ma spécialité qui est la chirurgie générale, c'était un choix personnel depuis la 3e et 4e année, où j'étais impressionné surtout par les résultats ainsi que par les prestations de mes maîtres qui sont le défunt Dr Guémé ainsi que le professeur Choua qui est mon mentor également. Donc,
ces spécialités durant mon parcours médical. Après, j'ai poursuivi un DS et maintenant, je me suis spécialisé. Nous occupons spécialement de la hernie, des urgences surtout traumatologiques, ainsi que de la chirurgie endocrinienne. Comme on exerce actuellement dans un milieu d'isolement, hein, si on peut le dire à BG, on est contraint de faire la chirurgie endocrinologique, ce qui est une obligation également, ainsi que la chirurgie pariétale. À part ça, c'est une chirurgie qui est un peu contraignante, hein, vu qu'il faut absolument passer les gardes et les urgences viennent beaucoup plus la nuit. Les prépa armes blanches, les prépa armes à feu sont rencontrés très très fréquemment lors de nos exercices. Les stress, il y en a. Ça, il faut quand même tenir compte. Chaque chirurgie a sa spécificité et le stress y est. C'est pas une raison hein, pour que les gens ne choisissent pas, mais quand vous choisissez la chirurgie, mettez dans votre tête qu'il y a le stress qui est là, donc il y a l'obligation de résultat. Pour pratiquer cette chirurgie, c'est pas difficile. Il y a la volonté, il y a les choix personnels, ainsi que juste besoin d'un personnel formé, d'un bloc opératoire, ainsi que de quelques matériels où vous pouvez aisément faire la chirurgie. On n'a pas besoin vraiment d'un grand truc pour exercer cette chirurgie. Elle est très facile, accessible et elle est également passionnante. Vu qu'on arrive vraiment à faire sortir du lot des patients qui normalement sont à côté, mais on arrive vraiment à les soulager. Donc c'est ça qui nous donne l'autonomie, c'est ça qui nous encourage à aller dans ce sens. Donc voilà ce que j'ai à dire hein, sur la chirurgie générale qui est ma spécialité. Merci. Merci, Maître, pour cette présentation éclairante sur la chirurgie générale, ce qui va certainement nous aider dans le choix de cette spécialité. Alors, Maître, j'ai une question, si vous me le permettez, bien sûr. Oui. D'accord. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients de cette spécialité? Alors, merci Noura pour cette question qui me paraît pertinente. Alors, par rapport je commence par les avantages, c'est que ça permet l'épanouissement et, comme je viens de dire, que c'est une spécialité qui était un choix. Il faut que ça soit vraiment un choix personnel. L'avantage, c'est que vous arrivez à résoudre des problèmes avec peu de moyens. C'est ça vraiment ce qui nous pousse. Maintenant, pour les inconvénients, c'est l'État occupé par cette spécialité. Ça occupe plus du temps puisque la majorité des cas viennent en urgence. Une plaie pénétrale abdominale, une hernie inguinale, une péritonite ou bien une occlusion par exemple, ça revient la nuit et il faut se réveiller pour aller opérer. Le stress, on travaille dans l'abdomen. Ça demande du tact, ça demande de la finesse, ça demande à respecter vraiment la procédure, ainsi que ça demande également une concentration et aussi l'expérience qu'on acquiert durant notre parcours, surtout parcours lors du résidenat, ainsi que lors de l'expérience qu'on acquiert au fur et à mesure qu'on pratique cette spécialité. Voilà ce que j'ai à dire par rapport à cette question, Noura. D'accord, merci Maître pour votre réponse. Je n'ai pas de autre question. Cela, quelles sont les qualités à
Et les uns et les autres arrivent en même temps. Non, on n'entend rien. Moi, c'est le silence des pions. Ok, présentatrice, veuillez, si possible, le micro. Parce qu'on capte. Est-ce que vous me recevez? Allô? Oui, bon, maintenant on entend quelque chose. On n'entendait rien. C'est réglé? Moi, je n'entends rien. Je ne sais pas si quelqu'un parle ou quelque chose comme ça. Je n'entends rien. C'est partout, en tout cas, moi, je pense que c'est plus loin. J'ai l'impression que les présentatrices essaient de parler, mais ça ne c'est pas trop. Ancaman ada dulu kan Est-ce que vous me... Allô? Est-ce que vous me recevez? Oui, ça va maintenant, on vous reçoit. D'accord. Maître Saïd, est-ce que vous me recevez? Oui, je vous reçois, Noura. Vous me recevez? Oui, je vous reçois, Noura. Oui, ça va maintenant, vous reçoit, vous pouvez avancer. Alors, ma question c'était, quelles sont les qualités à avoir pour être un bon chirurgien? Pertinente question. Pour être un bon chirurgien, il faut que ça soit, il faut que ça soit d'abord votre choix. D'accord? Quand c'est votre propre choix, quelle que soit la spécialité que vous allez choisir, malgré les difficultés que vous allez rencontrer, vous n'aurez pas trop de soucis à se faire. Ça, c'est la première chose. Il faut que ça soit vraiment un choix personnel. Deuxième des choses, il faut vraiment avoir le courage d'affronter les défis durant ces parcours. Par exemple, vous aurez, durant le parcours, vous pouvez avoir des maîtres qui vont peut-être, certains vont vous faire aimer la matière, d'autres non. Même chose dans la spécialisation. Vous aurez avoir des très bons maîtres qui vont vous transmettre des choses, d'autres qui vont plutôt vous décourager. L'essentiel, c'est de rester focus sur ces objectifs pour en arriver. Donc, il faut vraiment accepter les défis et il faut vraiment relever ces défis que vous allez rencontrer. Et l'autre, ce sont les perspectives que vous pouvez en avoir. Si vous avez opté pour la chirurgie, soit vous pouvez être une praticienne ou bien un praticien hospitalier, ou bien vous pouvez également opter pour les PUPH, praticien universel et praticien hospitalier à la fois. Donc, ça, l'avantage. Donc, première des choses,
aimer ce que vous allez faire, avoir le courage, accepter les défis et avoir la capacité vraiment de le relever. Voilà ce qu'il faut en avoir pour être un bon chirurgien. D'accord. Merci, maître, pour votre réponse. Ma toute dernière question, c'est de savoir quel est le revenu mensuel moyen d'un chirurgien, y compris les primes de garde et les rémunérations pour les interventions chirurgicales. C'est une question qui me paraît un peu difficile à répondre, mais ça varie quand même d'un hôpital à un autre ou bien d'une structure à une autre. Les gardes, je pense que tout ce que vous pouvez en avoir, ça ne peut pas vraiment avoisiner. Tout est en fonction du nombre de gardes, tout est en fonction du nombre de patients consultés, tout est en fonction des actes opératoires que vous allez poser. Donc, ça dépend si on se trouve par exemple dans la capitale. Les revenus peuvent varier de 1, 3 millions, mais quand on exerce un seul exemple, comme pour nous ici en Brousse, c'est un peu difficile de franchir les 2. Mais bon, on pouvait aller avoisiner jusqu'à 1. Donc, je pense que ça peut couvrir quand même. Mais c'est vraiment variable. Ce n'est pas un standard où on peut dire que voilà, chaque mois, j'aurai telle somme. Donc, tout est en fonction du nombre de gardes, du nombre de patients consultés ainsi que des actes que vous avez posés. Donc, voilà ce que je peux apporter comme contribution. Merci, maître. Merci d'avoir répondu à mes questions. Et merci pour cette présentation qui va certainement nous aider dans nos choix futurs pour nos spécialisations. Merci. Je vous en prie. À présent, je vais donner la parole à Dr Amidou Nanima. Maître, à vous la parole. Alors, bonsoir à tous. Merci pour la parole. Moi, je suis Nanima Amidou, interne des hôpitaux en orthopédie traumatologie à Ouagadougou, au Burkina Faso. J'ai fait un cursus scolaire basique jusqu'à ce que j'obtienne mon bac. Après le bac, je suis venu en faculté de médecine à l'université Joseph Kizerbo, qui était l'université de Ouagadougou. Et en 2021, j'ai passé le concours de l'internat des hôpitaux. Je suppose que tout le monde connaît le concours de l'internat des hôpitaux. C'est un concours qui permet aux étudiants en médecine, avant la thèse, de pouvoir commencer une spécialité. Bon, initialement, c'était à but de devenir enseignant hospitalo-universitaire, même si au fur et à mesure, ça a changé d'objectif. Et depuis 2021, donc, je fais le 2S, parce que l'internat des hôpitaux, c'est couplé au 2S de la chirurgie orthopédique et traumatologique. Et cette année, j'ai bouclé la 4e année. Et j'avais fait un stage d'1 année en France. Et j'ai fait mon stage dans les CHU de Yalardo-Ouedraogo, Bogodougou et Tenganoro, qui sont les CHU de Ouagadougou au Burkina Faso. C'est quoi la traumatologie orthopédie? Donc, c'est l'orthopédie traumatologique. Donc, c'est une spécialité chirurgicale. C'est comme si c'est 2 spécialités collées. Et la traumatologie, c'est plus simple à comprendre parce que tout le monde comprend directement. Quand on dit traumatologie, c'est la spécialité médicale qui s'intéresse au traumatisme. Donc, tout ce qui est traumatisme et les blessures
et autres, c'est la traumatologie. Maintenant, la traumatologie qui concerne le chirurgien orthopédique et traumatologue, c'est surtout les traumatismes qui intéressent l'appareil locomoteur. Et pour ce qui est de l'orthopédie, c'est un peu différent, parce que l'orthopédie est une spécialité médicale qui corrige, prévient et les difformités du squelette. Ça peut être aussi du système articulaire, de l'appareil locomoteur, qui peuvent être les muscles ou les tendons. Donc, cette spécialité, qu'est-ce que nous faisons dans la spécialité? Donc, la spécialité, cette spécialité permet la prise en charge des patients ayant le volet traumato, ayant des traumatismes qui peuvent engendrer des fractures de membres, des plaies qui soient des plaies profondes avec atteinte d'éléments nobles ou pas. Et quand on dit atteinte d'éléments nobles, c'est surtout quand on a une plaie avec une atteinte nerveuse, vasculaire et musculaire, tendineuse. Et ça peut être des fractures qui concernent tout le squelette, surtout appendiculaire. Et l'orthopédie, c'est de la chirurgie programmée. Donc, ça traite surtout les déformations qui peuvent être congénitales et ou des déformations acquises de l'appareil locomoteur. Donc, qu'est-ce qu'on fait comme activité exactement? Donc, on a trois principales activités. D'abord, le bloc opératoire. Donc, le bloc opératoire qui est la partie essentielle qui fait de nous des chirurgiens. Donc, le bloc opératoire est organisé de sorte à avoir deux types de blocs. Nous avons les urgences traumatologiques, donc qui permettent de prendre en charge les malades de façon urgente, donc en urgence. Et ces patients, c'est surtout les fractures, les plaies, qui peuvent être de différents types. Ça peut être des plaies issues des accidents de la voie publique, de la circulation routière, des accidents issus des RICS ou, dans notre contexte, des plaies de guerre, donc des traumatismes de guerre. Et ensuite, nous avons les consultations. Donc, comme les autres médecins, comme tout médecin, nous faisons des consultations. Et ces consultations nous permettent de suivre nos malades en post-opératoire. Donc, ce sont des malades qui sont opérés, soit lors des traumatismes en urgence ou des malades programmés. Et après cela, nous avons aussi les visites quotidiennes au service que nous faisons. Donc, comme les autres médecins, donc chaque matin, nous faisons des visites pour évaluer les malades, voir le malade en post-opératoire, s'il y a des complications immédiates ou pas, et évaluer si le malade peut rentrer chez lui et se faire suivre en externe pour la suite de sa prise en charge. Et il faut dire que c'est une spécialité où le bloc opératoire est très complexe parce que on a besoin de matériel spécifique, pas comme dans certaines chirurgies où un minimum est faisable. Ici, et pour chaque intervention, on a besoin de matériel spécifique. C'est pas ceux qui ont déjà visité des blocs de traumatologie ou d'orthopédie, surtout orthopédie, ils verront que la table opératoire est bien garnie. Donc, c'est une table qui est pleine de matériel et chaque matériel est spécifique. Et quand il manque un matériel, c'est très, très difficile de pouvoir s'en sortir. Et aussi, il faut avoir les aides. Voilà, il faut des aides qui s'y connaissent en fait. Donc, on ne peut pas prendre n'importe quelle aide pour un bloc d'orthopédie traumatologie. Donc, aussi, nous faisons des recherches, des recherches qui sont le plus souvent des recherches cliniques. La plupart, c'est des recherches cliniques dans les essais cliniques, les prothèses, les techniques chirurgicales, et aussi nous participons aux colloques, aux séminaires et au congrès. Bon, là, c'est une formation qui dure en fonction des pays, mais
Normalement, en moyenne, c'est 5 ans. C'est 5 ans après, c'est 5 ans de 2S. Donc, dans les pays où il faut faire le 2S, donc c'est après la médecine, après l'obtention du diplôme de docteur en médecine, on fait 5 ans de plus pour devenir chirurgien orthopédiste. Ou bien dans les pays aussi où ils font le CN, donc l'examen classement national, bon, c'est les mêmes 5 ans. Mais il y a, dans certains pays, c'est 4 ans comme formation. Mais l'accès à la formation, bon, elle reste pas très compliqué, c'est intermédiaire. Donc, par exemple, dans nos pays, l'accès reste personnel parce que et, après le doctorat, vous pouvez choisir de faire la traumatologie, la chirurgie orthopédique traumatologie pour, de façon personnelle. Maintenant, pour ce qui est des pays où il y a le concours, comme en France où il y a l'examen classement national, vous allez voir que si vous prenez généralement ces examens, il y a des spécialités qui sont en fonction de... en fonction des lieux sur les spécialités, vous allez voir que l'orthopédie est quand même, c'est pas au milieu, mais c'est presque au milieu. Donc, c'est un peu intermédiaire. Donc, même si vous n'êtes pas premier, si vous êtes dans le tiers supérieur, donc ça veut dire sur 100 personnes, si vous êtes déjà vers 20e jusqu'à 30e, souvent, vous pouvez pouvoir avoir l'accès à la spécialité d'orthopédie traumatologie. Donc, pour ce qui est des stages, je pense que c'est comme toutes les spécialités chirurgicales, c'est stressant et c'est très, très occupant. Voilà, donc c'est une spécialité qui demande beaucoup d'efforts, de présence et d'efforts physiques. Oui, il y a un peu d'effort physique, mais tout n'est pas basé sur l'effort physique, mais c'est un travail mental et physique associé. Donc, il faut être préparé pour pouvoir affronter cette spécialité. Donc, tant qu'on n'est pas préparé et qu'on n'a pas la volonté, ça sera très, très difficile. Sinon, c'est une spécialité à chirurgie propre, ce qu'on appelle une chirurgie propre, parce que la plupart des chirurgies, quand vous optez pour faire uniquement que de l'orthopédie, c'est de la chirurgie propre. Donc, vous allez opérer que des malades qui n'ont pas de pathologie qui salissante, hein, parce que vous n'allez pas fouiller l'appareil digestif ou comme en chirurgie générale, ou bien les gangrènes et tout. En dehors de ça, c'est une spécialité qui est manuelle. Voilà, et qui peut, avec beaucoup de créativité. Bon, c'est comme être menuisier. Hein. Quand vous faites de l'orthopédie traumatologie, c'est comme si vous étiez un menuisier. Vous savez, il y a ce qu'on apprend et il y a ce qui est décrit comme technique chirurgicale, mais au bloc opératoire, vous allez tout le temps être confronté comme un menuisier à avoir dans certaines positions où vous pourrez prendre des décisions artistique. Voilà, vous pouvez réformer certaines os comme un artiste, en fait. Donc, en fonction du chirurgien, vous pouvez faire ressortir votre art. En dehors de ça, c'est quand même une spécialité qui est épanouissante parce que c'est très, très intéressant, je vous le dis. Donc, en dehors du temps que ça prend, et quand vous finissez, il y a quand même des opportunités. Vous pouvez travailler à l'hôpital public, vous pouvez embrasser une carrière hospitalo-universitaire, vous pouvez vous orienter vers la recherche ou dans le privé. Donc, c'est une spécialité quand même qui nourrit son nom, je pense, parce que je ne peux pas me prononcer sur certains aspects de la spécialité parce que ça dépend des pays et du système de santé du pays. Et comme étant toujours étudiant, bon, je ne peux pas vous partager mon expérience par rapport à la rémunération quand même. Donc, sinon, c'est une spécialité que je vous dirais quand même
que vous pouvez choisir et sans vous inquiéter, parce que pour l'avenir, quand même, c'est une spécialité d'avenir. Et il y a toujours, tant qu'il y aura toujours de la circulation et tant qu'il y aura toujours des engins à 2 roues dans nos pays, il y aura toujours un besoin de traumatologues. Il y aura toujours un besoin de traumatologues et les gens continuent de naître avec des difformités qu'il faut corriger. Donc, on a toujours besoin d'un orthopédiste. Et vous allez voir, parce que nous traitons aussi les pathologies avancées en arthrose, donc pour les arthroplasties, et la plupart des gens qui vont vieillir auront besoin de prothèses. Donc, il y aura toujours le besoin d'un orthopédiste ou d'un traumatologue. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à la spécialité. Merci beaucoup. Merci, docteur Nanema, pour cette présentation fascinante. Maître? Allô? Vous me recevez? Oui. Alors, merci, docteur Nanema, pour ce partage inspirant. Sans plus tarder, j'aimerais signaler l'absence de docteur Oula, qui malheureusement ne peut pas se joindre à nous pour des raisons d'imprévu de dernière minute. Alors, docteur Nanema, j'ai une question. Oui, je vous écoute. D'accord. Alors, quels sont les défis les plus courants que vous rencontrez dans votre pratique quotidienne? D'accord, merci pour cette question qui est quand même essentielle parce que les défis, il y en a. Il y en a et surtout dans notre contexte, dans nos pays, et les défis, ils sont plusieurs. Donc, d'abord, il y a des défis de morale. Donc, de côté psychologique et moral, il y a le fait que on est soumis au stress permanent. Et en traumatologie, c'est comme ce que un maître disait un jour, et ça ne connaît pas et cacher la honte pour quelqu'un. Parce que quand tu opères un malade, et après, il y a une radiologie, il y a une radiographie de contrôle. Et quand tu opères, à chaque fois, est-ce que tu as bien opéré? Et quand tu n'opères pas bien, tout le monde peut le voir. C'est quelque chose qui est évident. Donc, c'est quelque chose qui est concret. Donc, quand c'est mal fait, immédiatement, c'est sûr. Donc, c'est déjà un défi de pouvoir bien le faire parce que même le malade, quand il tend la radio, il y a des fois, quand il opère, lui-même, il regarde la radio, il sait qu'il n'a pas été bien opéré. Donc, le malade attend beaucoup de toi, surtout en orthopédie. En traumatologie, on peut faire certaines erreurs, mais en orthopédie, c'est pas permis. Par exemple, quelqu'un qui vient pour corriger une malformation qui n'est pas handicapante, par exemple, ceux qui ont des genoux valgum ou varum et qui veulent avoir une correction. Et quand c'est mal fait, parce que l'attente est énorme, parce que là, tu as obligation de résultats, et donc c'est des grands défis. Donc on est confronté à ça tout le temps. Et il y a la satisfaction de la patientèle avec nos hôpitaux qui n'ont pas une capacité énorme d'accueil. Ça fait qu'il y a beaucoup de malades qui attendent et des traumatismes qui doivent être opérés immédiatement et qui se retrouvent à attendre 24 heures, 48 heures et souvent même plus. Il y en a qui font une semaine. On ne peut pas concevoir souvent qu'il y a des gens qui ont une fracture de fémur et qui font une semaine sans être opérés. C'est des grands défis. Et il y a le manque de matériel, de blocs opératoires, tout ça qui
qui est le quotidien de ce que nous vivons tous les jours. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Oui, vous avez répondu à ma question, maître. J'ai encore une autre question. Oui. Alors, quel conseil donneriez-vous aux médecins et aux étudiants comme moi en médecine qui envisagent choisir cette spécialité? D'accord, merci. Oui, pour ceux qui veulent choisir la spécialité, bon, j'encourage les femmes quand même à faire l'orthopédie parce que ici, dans nos contrées, on voit qu'il y a pas beaucoup de femmes qui font déjà la chirurgie et côté orthopédie, traumatologie, c'est carrément presque inexistant. On n'a que quelques rares femmes qui s'y intéressent. Mais ailleurs, vous allez voir qu'il y a beaucoup de femmes qui font la traumatologie. Parce que les gens pensent que c'est une spécialité de force, une spécialité barbare. Mais loin de là, c'est une spécialité qui peut être très, très douce parce que quand on fait de l'orthopédie traumatologie, il y a vraiment des sous-spécialités qui sont bien adaptées et c'est pas partout qu'on tape, c'est pas partout qu'il faut tirer. Et il y en a qui font la chirurgie de la main, c'est une chirurgie qui est trop soft, et une chirurgie où tu es assis, tu fais ta petite chirurgie, c'est de la microchirurgie. Et il y en a beaucoup comme ça. Maintenant, pour le choix de cette spécialité, c'est comme notre aîné l'avait bien dit avant, et il faut déjà que ce soit un choix personnel. Voilà. Il faut que déjà vous aimez la chirurgie et il ne faut pas être hématophobe quand même. Donc, on ne peut pas être hématophobe et puis être chirurgien. Donc, il faut s'assurer déjà de ne pas avoir peur du sang. Et ensuite, il faut aimer la chose parce que c'est ça qui va vous permettre de détenir. Comme je l'ai si bien dit, c'est une spécialité qui est éprouvante. Voilà, éprouvante physiquement et moralement. Donc, il faut se préparer parce que la spécialité est très vaste et qui fait que dès les premières années, c'est très, très compliqué parce que c'est une spécialité qui couvre avec, je pense que ça fait partie des spécialités avec un vaste réseau, avec une anatomie à maîtriser qui est très, très vaste. Voilà, s'il faut maîtriser tous les muscles des bras, des membres inférieurs, des membres supérieurs, les vaisseaux, les emplacements pour les voir d'abord, et les nerfs qui passent, et tout ça, ça fait beaucoup. Donc, il faut se préparer et mentalement avant de choisir une spécialité pareille. Et dès que la spécialité nous plaît vraiment, il ne faut pas avoir peur parce que tout ce qui se passe très loin, c'est pas exactement la réalité dans la spécialité. Donc, de loin, on peut voir que c'est une spécialité très compliquée, mais à part le travail qui est énorme, il n'y a rien de compliqué dedans. Voilà, il n'y a rien de compliqué. Beaucoup ont fait la spécialité, ils sont sortis vivants, donc tout le monde peut le faire. Et surtout les femmes. Oui, j'ai vu des femmes faire de l'orthopédie et qui s'en sortent très bien et qui opèrent très bien comme des hommes et qui n'ont pas de problème. Donc, je ne vois pas pourquoi ici les femmes ne feront pas de la traumatologie. Merci, docteur Nanema, pour vos réponses. Merci encore pour votre présentation et vos conseils précieux qui nous aideront dans le choix de nos spécialisations. À présent, nous avons fini avec la phase de présentation. Nous passons maintenant à la phase des questionnaires. Je rappelle encore que pour poser vos questions à tous les participants, vous pouvez appuyer sur l'option lever la main et je vous donnerai la parole. Vous avez aussi la possibilité de poser vos questions sur le chat et je le lirai avec plaisir. Merci.
Monsieur Christian, vous avez la parole. Il y a Christian qui a levé la main. Merci pour la parole accordée, chère modératrice. Et bonsoir, cher maître, bonsoir, cher carabin. Bon, moi, jusqu'à présent, je pense toujours choisir une spécialité uniquement pour des raisons financières. Quelle est la durée de la formation? Vous voyez, nous sommes en Afrique et la famille attend beaucoup de nous, quoi. Et comme vous avez parlé de choix personnels et bien d'autres, mais si le choix de la terre soit plus tard, quels sont vos conseils pour éviter de regretter son spécialité plus tard? Merci. La question est adressée à Maître Seyd ou à Maître Nanima? Bon, aux 2 mètres. D'accord. Je peux apporter ma modeste contribution à Noura. D'accord, allez-y, Maître. Alors, monsieur Christian, je pense que vous n'êtes pas obligé de vous spécialiser. Il y a des gens qui gagnent mieux en étant généraliste que spécialiste. D'ailleurs, même en Occident, il y a ce qu'on appelle la médecine générale, qui est déjà une spécialité. Après l'internat, je pense que vous me suivez? Oui, maître. Je vous suis. Voilà. Donc, c'est pas question de durée de la formation, c'est pas question des avantages financiers qu'il faut s'attendre. Non. Quand c'est un choix, il n'y a pas une mauvaise spécialité, mais c'est au vu de ce que vous allez produire que vous allez récolter quelque chose. Donc, vous n'êtes pas obligé de vous spécialiser. La médecine générale est aussi une spécialité, comme en Occident maintenant. Mais malheureusement, comme le docteur Nanma l'a dit, ailleurs, les gens font les concours d'internat, les gens font les examens classants, les écoles classantes nationales. Nous, on ne fait pas. Il n'y a pas également le prime de remords, hein, comme ça existe en Occident. Si vous regrettez votre spécialité, on vous donne quelque chose hein, comme prime de remords après un classement. Mais si on n'a pas de classement, donc je pense que si vous estimez que la spécialité n'est pas une priorité et que ce n'est pas votre choix, vous ne la faites pas. Voilà ce que j'ai à dire. Hein. Ce que Dr Nanma peut aussi rajouter. Merci. Ok, merci, maître. Merci, Maître Seyd, pour votre réponse. Docteur Nanima, vous avez quelque chose à dire? Oui, je voulais juste ajouter quelque chose à ce que notre aîné a dit. Et la spécialité, le choix de la spécialité, c'est, quand on dit personnel, c'est en fonction de beaucoup de choses. Parce qu'on ne choisit pas des spécialités pour les mêmes raisons. D'une personne à l'autre, on ne choisit pas la spécialité pour les mêmes raisons. Donc, d'autres choisiront une spécialité parce que c'est une spécialité qui est moins occupante, et ou bien une spécialité parce que c'est la spécialité qui rémunère le plus, une spécialité parce que c'est leur coup de cœur. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est personnel. Et quand tu vas vouloir choisir ta spécialité, il faut que tu sois en fonction de tous ces critères. Voilà, tu ne peux pas, par exemple, te baser sur un seul critère. Par exemple, vouloir une spécialité qui paye bien, et après, tu choisis ta spécialité, ça paye bien évidemment, mais qui est très très occupant. Donc là, on ne peut pas t'aider parce que là, c'est compliqué. Il faut voir tous les aspects de la spécialité avant de la choisir. Je peux vous dire que c'est très très compliqué, mais c'est très important pour la vie. Parce que quand tu choisis mal ta spécialité, c'est très très grave. Parce qu'il y aura beaucoup de répercussions socio-professionnelles.
C'est ce que j'ai. Ok, merci beaucoup, cher maître. Y a-t-il encore des questions? Alors, s'il n'y a pas de questions, j'ai une question. Ma question s'adresse aussi aux deux maîtres. Alors, à combien s'élève le coût de formation en chirurgie ou en traumato-orthopédie au Burkina pour Dr Nanema et en chirurgie générale au Tchad pour Maître Seyd? Bon, je prends la parole. Bien sûr, vous avez la parole. Oui, pour répondre brièvement à votre question, au Tchad, le recrutement se fait directement par voie de concours. Donc, les critères sont bien définis. Il faut d'abord être un fonctionnaire de l'État qui a travaillé pendant un minimum 2 ans. Bon, maintenant, ces critères n'est pas absolu, mais il faut juste être un fonctionnaire de l'État. Déjà, dans ces cas, vous avez déjà un salaire mensuel qui passe et vous passez le concours, vous devrez également gagner une bourse qui n'est pas significative, mais qui peut quand même rapporter quelque chose. Donc, malgré que vous payez les 50 000 annuellement, donc ça fait 250 000, en réalité, elle n'est pas trop chère. Quelles que soient les spécialités qui existent actuellement, ils ne sont pas vraiment trop chers quand c'est au pays. Vous êtes fonctionnaire de l'État, vous pouvez avoir également une bourse et le minimum, c'est de payer les 50 000 francs d'inscription annuelle. Donc, au Tchad, ce n'est pas trop cher. Mais à l'étranger, si nous prenons l'exemple, je prends juste l'exemple du Niger, c'est 750 000 francs par année. Donc, imaginez, multiplié par 5 ans et puis tous les voyages que vous allez faire. Donc, voilà, c'est moins cher quand même au Tchad. Je passe la parole au docteur Nanema. Merci. Cette question, elle est pas trop, elle est un peu subjective parce que quand on dit le coût de la formation, c'est comme le maître dit, ça dépend de comment tu te formes. Voilà, quand quelqu'un me pose une question pareille, je suppose que c'est une personne qui veut faire la spécialisation, donc cette spécialité avec sa poche, voilà, avec ses propres moyens. Et quand c'est comme ça, bon, le coût est relatif parce que le coût est direct, c'est surtout pour payer le 2S, c'est 550 000 fois 5. Ça, c'est le coût direct. Maintenant, il y a le coût indirect qui est là. Ça veut dire il faut te prendre en charge. Et ça, c'est d'une personne à l'autre. Voilà, quelqu'un peut subvenir à ses besoins avec 100 000 par mois. Et quelqu'un d'autre a déjà une femme, 2 ou 3 enfants, c'est pas pareil. Donc, cette partie, c'est très compliqué d'évaluer. Sinon, le coût direct n'est pas trop élevé dans notre contexte. Voilà. Maintenant, c'est le coût indirect qui va poser le problème. Merci, Maître Nanema. Il y a une question qui est posée sur le chat. Je demande ici si la chirurgie esthétique est une sous-branche de la chirurgie générale. Je pense que cette question est adressée à Maître Seyd. Maître Seyd, vous avez la parole. Oui, Nora, merci de m'avoir accordé la parole. C'est une spécialité, à part la chirurgie esthétique, les chirurgiens généralistes peuvent les pratiquer, comme ce que je fais actuellement au CHU d'Abéché. Il suffit d'avoir juste une petite formation. On a eu cette formation plusieurs
fois à Mundo au sud du Tchad avec une mission française. On a eu à faire presque 6 mois de pratiques en chirurgie esthétique. Donc, ce qui fait qu'on les pratique quand même de façon minimale dans nos zones respectives. Donc, c'est ça l'avantage vraiment de la chirurgie générale, où ici, vous avez déjà la base de la chirurgie. C'est pas trop compliqué de pratiquer les autres sous-spécialités. Mais c'est une spécialité vraiment à part qui se pratique ou bien qui est étudiée pendant au minimum 5 à 6 ans, oui, 5 ans minimum. Voilà. Mais la chirurgie généraliste peut aisément le faire comme je l'ai fait actuellement à Vichy. Merci. D'accord. Merci, Maître Seyi. Il y a encore une autre question. On demande si la traumato et l'orthopédie se pratiquent dès la première année de spécialisation ou bien c'est séparé en fonction des années. Merci. Maître Nanima. Ok, merci pour cette question. Bon, il faut dire que c'est une spécialité qui est combinée. Donc, il n'y a pas qu'on fait une partie, une première année où on fait la traumatologie, une deuxième année où on fait de l'orthopédie. Non, mais dans la formation théorique, tout évolue au même moment. Mais vous allez, si vous commencez le 2S, vous allez voir que les premières années, c'est les trucs de base. C'est une formation de base, anatomie et autres. Et en deuxième année, vous allez faire plus de la traumatologie parce que de base, on commence avec la traumatologie, on évolue avec la traumatologie et c'est vers la fin qu'on fait l'orthopédie. Voilà. Et quand on dit l'orthopédie, c'est surtout la chirurgie orthopédique. Parce que ce qui n'est pas chirurgical, et vous allez le faire au cours de la formation, mais ce qui est directement chirurgical, c'est comme je l'ai dit, et l'orthopédie est très, très exigeante. Donc, on a une obligation de résultat. Voilà. Donc, ce qui fait que l'orthopédie, c'est carrément dans les dernières années. C'est 4e, 5e année que vous allez pouvoir pratiquer de l'orthopédie. Et souvent même, certaines interventions chirurgicales orthopédiques, il faut après même une sous-spécialité pour pouvoir les faire. Mais la traumatologie, c'est la formation de base. Et donc, dès les premières années, c'est ce que vous allez faire. L'orthopédie, c'est vers la fin. Merci, docteur Nanema. On a Ahmed Sadouche qui a levé la main. Sadouche, vous avez la parole. Ok, bonsoir à tout le monde et merci pour la parole accordée. Moi, c'est Seïda Antivirus, étudiante en médecine, 5e année. Vous me recevez? Oui, on vous reçoit, allez-y. Ok, je remercie les maîtres pour tout ce qu'ils nous ont apporté comme conseils et orientation. Ma préoccupation est la suivante adressée aux 2 maîtres. À quoi peut-on s'entendre comme risque dans le cadre professionnel en tant que chirurgien et traumatologue orthopédiste? Merci. D'accord, merci Sadouche. Alors, la question adressée au maître, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre en tant que médecin chirurgien ou en tant que traumato-orthopédiste dans la vie de tous les jours? Je peux commencer, Noura? Bien sûr, maître, vous pouvez commencer. Voilà. Alors, merci Cédé pour cette question. Le risque existe, à moins qu'on ne pratique pas, ou bien chez nous, en chirurgie générale, à moins que vous ne faites que le lipome. Mais si vous faites la chirurgie en tant que telle, la chirurgie d'urgence ou bien la chirurgie programmée, il y a toujours un risque, que ce soit
Les risques, hein, bon, je comprends, je n'arrive pas à comprendre les risques, ce que vous voulez dire, mais les risques professionnels existent, que ce soit lors des pratiques ou bien même en pratique publique ou bien en pratique privée. En pratique publique, bon, vous avez quand même la protection de l'État, mais en pratique privée, c'est personnel. Donc, par exemple, vous ouvrez une clinique privée et que c'est vous qui pratiquez. Donc là, c'est une responsabilité personnelle qui peut être là. Donc, que ce soit les risques accidentels ou bien que ce soit les risques de poursuite existent toujours. Donc voilà ce que si j'ai vraiment compris la question posée par Sidi. Merci. Est-ce que vous êtes satisfait? Merci, tu as répondu à vos questions. Oui, Nora, merci, je réponds. J'attends impatiemment le deuxième lettre. Merci beaucoup. Votre question adressée aux 2 mètres, c'est ça? Ouais. D'accord. Je vais ajouter quelque chose de bon, mais les risques, c'est presque les mêmes choses, comme il l'a dit. Et donc, il y a un risque, il y a le risque pour toi-même, ta personne, par rapport à la santé et tout. La chirurgie, c'est comme j'ai dit, c'est épuisant et donc, tu peux te fatiguer. Il y a des gens qui auront des problèmes de dos et tout. Quand tu adoptes des mauvaises positions pour opérer, surtout pour les longs blocs. Voilà, donc ça, c'est des risques. Et il y a des risques aussi que tu te contamines au bloc. Ça, c'est des risques. Maintenant, les autres risques, c'est quoi? C'est de te faire enfermer. C'est des risques de poursuite. Et les risques de poursuite, ça arrive beaucoup, surtout en orthopédie. En traumatologie, ça va. Ça va parce que, comme je l'ai dit, en traumatologie, la personne est arrivée en urgence, tu l'opères, l'attente est moindre. Oui, l'attente est moindre parce que, bon, si quelqu'un arrive avec une jambe écrasée et que tu fais quelque chose, ça ne réussit pas et on finit par l'amputer, il n'y a pas de souci. Mais pour quelqu'un, par exemple, qui vient, les gens qui sont un peu cool et qui demandent à ce qu'on fasse une chirurgie d'allongement, voilà, pour qu'on puisse augmenter sa taille. Et dans le processus, tu l'infectes et il fait une gangrène et tu l'amputes. Bon, tu vois ce que tu risques. Là, c'est la prison. Donc, il y a tous ces risques. Il n'y a pas de chirurgie sans risque. Voilà, toute chirurgie que tu feras, il y aura toujours des risques. C'est pour ça le stress, il est omniprésent. Ok, merci beaucoup. Merci, maître. Alors, il y a Ahmed Bon Nousra qui a levé la main. Nousra, vous avez la parole. Oui, merci la modératrice pour la parole accordée. Alors, je remercie d'abord nos chers maîtres pour leur travail abattu. Alors, j'ai quelques préoccupations concernant le 2 mètres. Alors, comme maître Nanema avait évoqué que les femmes sont sous-représentées en traumatologie et chirurgie générale. Alors ici, j'aimerais savoir les facteurs maintenant expliquant la faible représentation des femmes dans cette spécialité. Alors, en parlant de la chirurgie générale, le maître Seyd avait évoqué en disant que la chirurgie est facile, mais quand même il y a le stress. Alors, en me concentrant sur une préparation mentale et physique, est-ce que je peux lutter contre le stress lié à cette domaine de spécialité? La troisième question que j'aimerais savoir, est-ce qu'un chirurgien traumatologue peut faire une partie du travail d'un chirurgien généraliste? Merci, ainsi j'en ai fini. Pour
récapituler la première question de Nusra. Vous voulez savoir pourquoi il y a moins de femmes qui choisissent la traumato-orthopédie. Alors, Maître Nanema, est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Oui, c'est comme je l'ai évoqué dans ma petite présentation, c'est pas justifié. Et les raisons sont diverses. Et la première raison, c'est que c'est déjà comment est-ce que les gens voient la chirurgie orthopédique et traumatologique. C'est comme quand on demande pourquoi il y a moins de femmes qui poussent les chariots, il y a moins de femmes qui sont dans les trucs, les activités où on creuse les fosses et tout ça. Donc, toute activité manuelle, vous allez voir qu'il y a moins de femmes. Et la chirurgie, en général, c'est déjà une activité qui est manuelle. Et en chirurgie, en général, en chirurgie, il y a moins de femmes. Et d'autant plus qu'en chirurgie orthopédique, on dit que c'est une chirurgie qui est rude, c'est une chirurgie qui est brutale, c'est une chirurgie où il faut de la force. Donc, ça fait que beaucoup de femmes, donc déjà avec ces préjugés, elles ne font pas la chirurgie. Bon, le deuxième point, c'est surtout le fait que c'est très, très occupant, mais ça, c'est avec les autres chirurgies. Et pour ça, les femmes ne font pas la chirurgie orthopédique. Sinon, ce n'est pas justifié. Et c'est surtout dans notre contexte ici. Ailleurs, c'est pas trop comme ça. Ailleurs, il y a beaucoup de femmes qui font de la chirurgie orthopédique. Alors, merci Maître Nanema pour vos réponses. Il y a une autre question qui est posée ici. Comment faire pour trouver l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle une fois en spécialisation? Je pense que cette question est adressée aux deux maîtres. Merci. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Noura, et les autres aussi, pour l'opportunité que vous nous donnez pour apporter quelques contributions. Je pense que les contraintes existent, que ce soit chez les hommes comme pour les femmes, mais beaucoup plus accentué chez les femmes, vu qu'il faut vraiment cerner la vie sociale et la vie d'étudiante ou bien la vie des résidentes, par exemple, en chirurgie. Même en exerçant la chirurgie, parce qu'en pleine nuit, on peut vous appeler pour vous dire, ah, il y a une urgence, il y a une plaie pénétrante abdominale, il y a une plaie pénétrante thoracique, il y a un monsieur qui fait une occlusion, il faut venir à l'hôpital. Donc cette contrainte existe, mais ça n'empêche pas de faire votre vie. Votre mari sait que vous êtes des gars, à tout moment l'ambulance peut venir vous chercher à la maison. Les enfants savent que la maman est chirurgienne, elle doit être à tout moment à l'hôpital, peu importe. Elle peut faire 24, 48 heures, hein, parfois, comme notre collègue Sadier faisait quand il était résident. Donc, mais ça n'empêche pas vraiment de ne pas faire votre choix. Le choix est toujours le choix est vraiment personnel. Accepter les défis, accepter qu'il y a des stress. Et si la personne a décidé, rien ne vous empêchera vraiment de pratiquer quelle que soit la chirurgie que vous allez opter. Merci. Merci, maître. Il y a Ahmed Chigefat qui a posé la question. H. Chigefat, pardon. H, vous êtes là? Sinon, Christian, vous avez la parole. Ok, encore merci pour la parole accordée. Merci, Christian. Je demande aux deux maîtres si pendant leur parcours, ils ont déjà eu à faire face à des situations qui ont vraiment influencé leur spécialité. Vous me recevez? On vous reçoit, Christian.
Christian, vous pouvez poser votre question. Ah, j'ai dit, ma question est adressée aux deux maîtres. Et je demande à savoir si pendant leur parcours, ils ont déjà eu à faire face à des situations qui ont influencé sur le choix de leur spécialité. Une situation qui a impacté le choix de leur spécialité, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Ok. Vous pouvez désactiver votre microphone. Maître Lanema, Oui, oui, moi, je n'ai pas bien saisi la question. mais durant votre parcours, est-ce que vous avez été confronté à des situations qui ont impacté le choix de votre spécialité? Peut-être des situations qui vous ont peut-être poussé à pourquoi vous avez choisi cette spécialité? Et on vous entend pas jusqu'à la fin. Ça commence fort et après, ça diminue, donc on n'entend pas la suite. Allô, Noura? Allô? 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 Vous m'entendez? Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui, on entend. J'ai l'impression que la modératrice a un problème de temps. Donc, nous allons continuer avec la séance d'explication. Il y a monsieur Younous qui a levé la main, vous avez la parole. Oui, merci. C'est juste pour reprendre la question de Noura. Apparemment, elle a un problème de connexion. C'est pour savoir, est-ce que durant notre parcours, nous n'étions pas confrontés à des situations qui nous ont poussé à regretter vraiment le choix de notre spécialité? Je pense que, quelle que soit la spécialité, on a toujours un défi. Et au courant du parcours, j'ai dit, il y a plusieurs facteurs. Le facteur temps, il y a les poids sociaux, il y a également il y a certains maîtres qui le comportement, parce que vous n'aurez pas durant votre parcours le même comportement de tous les maîtres. Il arrive que les maîtres qui vous insultent, les maîtres qui vous énervent, les maîtres qui vous découragent au maximum, mais quand vous êtes fixé comme objectif de devenir chirurgien, il n'y a rien qui va vous entraver. Il y a toujours ces cas, on a été confrontés durant le parcours et même après, au cours de notre expérience, mais ça ne nous a jamais changé d'avis, ça ne nous a jamais fait changer d'avis. Donc je pense que c'est une question de conviction, c'est une question de choix. Et quand c'est vraiment un choix personnel, rien ne vous empêchera de devenir ce que vous voulez l'être. Donc voilà ce que j'ai apporté comme contribution. Du coup, je pense que pour commencer, il faut d'abord se forger le mental parce que c'est pas facile. Des fois, quand tu arrives, tu reçois certaines remarques et ça trouble un peu, je peux dire. Docteur Amidou, vous êtes là? Oui, je suis là. Est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à cette question?
Là, je parle quelque chose, c'est sur la même voie, mais c'est pour dire que c'est pas on ne rencontre pas les mêmes situations au cours de la formation. Donc, ces genres de situations peuvent être déjà le mépris de certains de nos aînés, de nos chefs, mais aussi ça peut être autre chose. Ça peut être des décisions gouvernementales, ça peut être des décisions à plus grande échelle qui vous font regretter votre choix ou bien des expériences type. Donc, mais bon, particulièrement pas trop, non. D'accord, merci. Il y a M. H. Mahamat qui a levé la main. Vous avez la parole. Monsieur H. Mahamat, vous êtes là? Vous avez la parole. Bonsoir à tout le monde. Merci pour la parole accordée. Je remercie également à nos chers maîtres pour le travail fourni. Ma question est la suivante. Est-ce que le poids et la taille peuvent jouer un rôle crucial dans le choix de la spécialité chirurgie traumato-orthopédie? Vous me recevez? Oui, vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît. Oui, oui, je reçois, j'ai compris la question. D'accord. Maintenant, je vais répondre en même temps. Et il faut dire que c'est des préjugés. Sinon, la taille et la forme, non. Maintenant, quand je dis non, parce que là, il y a des extrêmes quand même. Pas les extrêmes. Maintenant, si c'est une taille dans les normes, il n'y a pas de souci. Maintenant, quand vous faites peut-être 2 mètres 60 ou un truc comme ça, ou quand vous faites 1 mètre 5 comme ça, ou 1 mètre 10, bon, c'est un peu compliqué. Voilà, ça va être très compliqué. Mais il y a des tailles, bon, je parle de la population normale, quoi. Quand les gens pensent qu'il faut être musclé, il faut être tout ça pour faire de l'orthopédie, c'est vraiment dérisoire parce que j'ai certains de mes grands maîtres qui sont de petite taille, donc des gens, de petits modèles, mais qui sont des grands chirurgiens, des modèles. Donc, non, ça ne tient pas. Si c'est ce que je pense. Voilà, maintenant, si vous êtes en obésité morbide, bah là, vous ne pouvez pas faire de la chirurgie parce que vous aurez un problème de santé. Et ça, c'est pas lié, ça c'est un peu partout. Tout ce qui est chirurgie, ça va pas passer, quoi. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, merci beaucoup. Voilà. Même si vous avez des petites mains, il n'y a pas de problème. Ok, il y a Ahmad qui a posé la question, levé la main, on vous écoute. Ahmad, vous avez la parole. Ok, au niveau du chat, nous avons une question. On a dit bonsoir, cher maître. En tant que chirurgien, je demande la relation professionnelle entre vous et les médecins généralistes. Vous m'entendez? Oui. Oui. Oui, il y a une question qui a été posée. Bonsoir, cher maître. En tant que chirurgien, je demande la relation professionnelle entre vous et les médecins généralistes. Je peux reprendre la parole? Oui, c'est possible. Allez-y. Parce que le docteur va me compléter, mais je pense que dans notre contexte, pour nos collaborateurs directs, c'est eux qui sont à l'avant-garde, comme il n'y a pas de DS là où on exerce.
Donc, notre collaboration est parfaite entre les médecins généralistes et les médecins spécialistes. Ils sont vraiment à l'avant-garde des urgences pour manager et pourquoi pas pour gérer également certaines urgences, surtout en chirurgie générale. Merci. Ok, merci. Docteur Amidou, vous avez un truc à dire? Je reviens sur ce qu'il a dit. Cette collaboration est obligatoire et il faut savoir que les médecins généralistes, les médecins qui vont devenir spécialistes. Et donc, il y a généralement une très bonne collaboration parce que déjà qu'il y a des médecins généralistes qui s'intéressent à la spécialité et qui veulent quand même avoir beaucoup de notions avant de venir à la spécialisation. Donc, on a toujours de bonnes relations quand même. Bon, même si dans notre contexte, nous, on n'est pas trop en rapport direct avec les médecins généralistes. D'accord. Et moi, j'ai une dernière question. Si vous étiez face à un médecin qui aimerait faire la chirurgie ou bien être traumatologue, quel conseil pouvez-vous lui donner? Je n'ai pas saisi la question, si vous pouvez la reprendre. Je disais, si vous étiez face à un étudiant qui veut faire soit la chirurgie, soit la traumatologie, quel conseil pouvez-vous lui donner? Alors, c'est pratiquement lors de présentation qu'on vous a fait évoquer cela. Les problèmes de choix personnel hier. Il faut qu'il maîtrise, quelle que soit la chirurgie, il faut qu'il maîtrise l'anatomie, il faut qu'il maîtrise la physiologie, la sémiologie, ainsi que les pathologies. Donc, il est contraint d'avoir une base, surtout anatomique, avant d'opter pour la chirurgie, que ce soit générale ou bien orthopédique et traumatologique. Bon, je laisse la parole quand même au docteur. Donc, primo, il faut vraiment que ce soit un choix personnel, accepter de relever les défis, accepter de confronter et amener également une vie sociale équilibrée et maîtriser l'anatomie. Voilà ce que j'ai à dire. D'accord. Monsieur, docteur Amidou. Voilà, et donc on avait pendant la présentation, on avait juste évoqué quelques points. Donc, comme conseil, déjà, c'est s'il a choisi la spécialité, il faut qu'il sache qu'il doit avoir un mental d'acier pour pouvoir affronter tous les défis qui se présenteront à lui. Et la base, voilà, la base de la chirurgie, c'est comme je dis, c'est une spécialité différente des autres spécialités en médecine. Voilà, donc la chirurgie, il faut des prérequis, il faut connaître sa propre personne, oui, son propre corps. Est-ce que je peux tenir dans un bloc pendant un certain temps? Est-ce que je peux faire des gardes successives pendant un certain temps? Est-ce que tout ça, je suis capable de le faire? Il faut s'évaluer, s'auto-évaluer et connaître ses limites. Oui, parce que là aussi, il faut le dire, parce que la chirurgie n'est pas faite pour tout le monde. Ça, au moins, il faut pas avoir peur de le dire, parce que tout le monde ne peut pas faire la chirurgie. Voilà. La chirurgie, c'est pas compliqué, mais tout le monde ne peut pas faire de la chirurgie. Ça, il faut pas qu'on se flatte. Voilà. Donc, il faut pas voir les autres qui font de la chirurgie et puis tu fais de la chirurgie. Non. La chirurgie a besoin de prérequis. Ces prérequis, c'est des connaissances théoriques et aussi d'avoir des mains, des doigts qui sont habiles. Oui, il faut, quand on est très très malade, c'est très difficile de devenir chirurgien. Oui, ça souvent on le mais quand vous allez commencer, vous allez sentir ça. Vous allez voir que d'autres ils sont plus théoriques que chirurgiens parce que il n'y avait pas ces trucs-là. C'est quoi, je vais dire, c'est pas des prérequis, c'est des bases naturelles, quoi. Donc, bon, on ne peut pas s'en vouloir si on n'a pas, par exemple, ce talent, hein, parce que c'est de l'art, c'est un peu artistique, il faut avoir l'art en soi pour le faire. Donc, quand on n'a pas ces qualités, il faut faire autre chose. Voilà, en dehors de ça,
Le reste, c'est le mental. C'est le mental et c'est dire que je peux le faire et puis chercher la base. Merci. D'accord, merci pour cette bonne réponse. Il y a une question de Rebonsoir, je suis Nocera. Vous pouvez parler de vous, s'il vous plaît? Rebonsoir, je suis Nocera. Cher maître, quelles sont les solutions à une spécialité qui m'intéresse vraiment, mais qui me met en difficulté, s'il vous plaît? Je vais relire. Il dit Rebonsoir, je suis Nocera. Cher maître, quelles sont les solutions à une spécialité qui m'intéresse vraiment, qui me met en difficulté? Bon. Parler. Vous pouvez répondre à la question, je n'arrive pas à bien servir. Ok, moi, je pense que sa question, c'est surtout, elle veut faire une spécialité, mais elle a des difficultés dans ma spécialité. Mais moi, à ce niveau, il faut identifier les difficultés, c'est quoi, qui lui posent des problèmes. Les problèmes, c'est quoi? Est-ce que c'est des problèmes qu'on peut régler ou c'est des problèmes qu'on ne peut pas régler? Voilà, parce que les difficultés, il y en a qu'on puisse régler, il y en a qu'on ne peut pas régler. Par exemple, si tu veux faire de la chirurgie, tu n'es pas bien bon en anatomie, ça peut se corriger. L'anatomie, ça s'apprend et ça peut se corriger. Et si tu veux faire de la chirurgie et tu as déjà des lombalgies, et tu ne peux pas tenir dans un bloc, ça ne peut pas se faire, ça peut pas se corriger, à moins que ce soit des problèmes qu'on puisse opérer et qu'on puisse se remettre au pied pour que tu puisses. Donc, je ne sais pas quel type de problème, mais ça dépend du type de problème. D'accord, merci. Et docteur Seyd? Alors, à côté de ce que le docteur vient de dire, il faut aussi rajouter l'apport surtout du conjoint, qui est décisif pour qu'il accepte qu'il y ait 2 jours, 3 jours de garde successifs et surtout la confiance mutuelle entre les deux. Donc, c'est vraiment décisif sur ces points. Voilà, en dehors de ce que le docteur vient d'énumérer. Voilà, merci. D'accord, merci. Y a-t-il une question des remarques? Merci, Quentin, de prendre la parole. Vous m'avez reconnu? Vous m'avez reçu? Oui, on te reçoit. Merci à Quentin de prendre question. Alors, moi. Allô? Quelles sont les opportunités? Allô, on ne vous entend pas. Allô? Allô? Oui? Ma question est de savoir quelles sont Allô, Nora? Y a-t-il une personne qui a encore des questions ou des remarques à faire? D'accord, il n'y a plus de questions. Nous allons au terme de ce webinaire. Merci encore à Dr Amidou et Dr Seyd pour vos disponibilités. Merci pour vos conseils. Merci de nous avoir partagé vos parcours aussi. Je vais passer la parole au directeur exécutif qui va conclure cette webinaire.
J'ai une dernière question pour vous. On dit bonsoir, cher maître. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Bonsoir, cher maître. Je m'appelle Arou Issa. Est-ce qu'il est conseillé de faire la chirurgie avant le mariage ou après le mariage? Docteur Seyid, à vous la parole. Ça me fait un peu rire. Moi j'ai toujours conseillé aux jeunes filles qu'arriver déjà vers la sixième année, ça c'est juste une impression personnelle. Arriver déjà en sixième année, je pense que la meilleure manière, c'est de chercher un conjoint qui va vous accompagner tout le long du restant de votre parcours. Comme ça, ça c'est une impression personnelle. Donc, dans ces cas de figure, sixième année, septième année, elle finira avec un conjoint. Septième année, elle a déjà son enfant. Et là, c'est plus facile parce qu'elle aura déjà un équilibre social qui lui permettra, non seulement un équilibre social, mais un accompagnant qui permettra vraiment de l'accompagner pour, non seulement pour le choix, même dans l'exercice de sa fonction de médecin généraliste ou bien des résidentes en chirurgie, par exemple. Donc, personnellement, c'est juste un conseil à donner aux filles, c'est de se marier à partir de la sixième année. Ça serait quand même une bonne chose. Un avis personnel. Merci. Merci, docteur Amélie. Alors, je pense que je suis un peu mal placé pour ce conseil, mais déjà, ça dépend du cursus, suivi et tout ça. Bon, par exemple, si vous avez fini, vous devez aller faire exercer, revenir pour faire le 2S. Bon, cela va de soi que vous soyez marié. Bon, même si on ne sait pas, vous pouvez ne pas vous marier pour autre chose, mais pas parce que vous voulez faire la chirurgie. Voilà. Parce que si vous vous mariez aussi, dans notre contexte africain, je ne sais pas, chez la femme, il faudrait vraiment l'accompagnement de tout conjoint pour pouvoir y arriver. Même chez l'homme aussi, c'est pareil, parce que là, les décisions sont plus seules, il faut vraiment avoir l'accompagnement de son conjoint. Mais bon, au principe, moi, j'ai pas de choix direct à dire il faut se marier avant de faire la chirurgie ou il faut faire la chirurgie avant de se marier. C'est un truc personnel, donc chacun en fonction de ce qu'il pense. Hein. Voilà. D'accord, merci. Il y a encore une question. Bonsoir, cher maître. Quels sont les conseils à nous donner pour choisir sa spécialité de la 5e, 6e année afin de se concentrer? Fermez vos micros, s'il vous plaît. Bonsoir, cher maître. Quels sont les conseils à nous donner pour choisir sa spécialité dès la 5e, 6e année afin de se concentrer plus sur cette spécialité étant étudiant même? Alors, bon, avant de laisser la parole à l'IDH, comme externe, je vais apporter quand même ma modeste contribution. Ce que je voulais dire, la 6e année, pour moi, serait vraiment opportun, non seulement pour opter pour sa spécialisation, mais même pour son sujet de thèse. À partir du sujet de thèse, si ça correspond à votre spécialisation, ça serait vraiment la meilleure manière de démarrer, puisque vous aurez plus de temps dans votre service qui vous permettra de mieux cerner certaines choses et continuer avec la spécialisation. Mais n'empêche qu'on peut, comme mon cas, on peut faire une spécialisation ou bien une thèse ailleurs, n'empêchera que vous allez après composer un concours pour faire n'importe quelle spécialité. Voilà. Merci, je passe la parole à l'IDH. Docteur Amidou.
Oui, je peux très bien suivre la question, celle-là. Je vais relire. Quels sont les conseils à nous donner pour choisir sa spécialité dès la 5e, 6e année afin de se concentrer plus sur cette spécialité étant étudiant même? Ouais, c'est comme c'est compliqué, ça dépend déjà de comment est-ce que la spécialisation se fait dans ton pays. Voilà. Et dans le mien, dans quelques temps, ça sera les épreuves classantes nationales. Et quand ça sera comme ça, c'est bien de se préparer pour une spécialité, mais il faudrait, si tu te prépares pour la spécialité, il faudrait vraiment te démerder pour être le premier. Parce que avec le problème de ces examens classants, c'est qu'on arrive à faire des spécialités qui ne sont pas les spécialités que on avait au premier choix. Donc, ça devient un peu plus compliqué. Donc, c'est mieux quand on est derrière, même si on a envie de faire une spécialité donnée, il faut explorer les spécialités. En passant dans un autre service, il faut changer d'avis. Tu peux changer d'avis en fonction de la manière de faire et en fonction de la dextérité de certains praticiens. Donc, tant qu'on n'est pas encore médecin, je pense que c'est difficile de dire que j'ai déjà choisi telle spécialité. Je comprends. Ok, encore une personne qui a une question, une réponse. Il y a une autre question. Cher maître, est-ce que vous me permettez de me renseigner un peu sur les points forts de ces différentes spécialités? Ahmad Nousra qui dit, cher maître, est-ce que vous me permettez de me renseigner un peu sur les points forts de ces différentes spécialités? Je reprends la parole, si vous me le permettez, oui, pour apporter quelques éléments de réponse par rapport à la question de Nousra. Alors, concernant ma spécialité, c'est la cystoscopie qui est en vogue. Donc, si vraiment on arrive à implémenter cette voie d'abord, ça serait vraiment un point fort à relever. Deuxième des choses, c'est la chirurgie cancérologique comme ce que j'ai opté. Alors, cette chirurgie aussi, si on arrive à la développer, ça serait vraiment un point fort qu'on va... un point fort également pour ces domaines. N'empêche que la chirurgie également de la glande ainsi que la chirurgie pariétale sont également des points à développer. Donc, ces 4 points, je pense que sont les points forts pour la chirurgie générale. Merci. Docteur Amidou, vous avez la parole. Ah, d'accord. Désolé. Oui, pour ce qui est de l'orthopédie, traumatologie, et en fonction de là où vous êtes, parce que ça dépend, parce que d'un pays à l'autre, il y a d'autres qui sont sur en avance et il y en a qui sont derrière. Et pour ce qui est de la chirurgie, en général, actuellement, tout le monde va sur la chirurgie mini-invasive. Donc, qu'il soit en orthopédie, traumatologie, surtout en orthopédie, et c'est ça. Donc, c'est la chirurgie assistée, soit par ordinateur pour, par exemple, les arthroplasties. Pour moi, être exemple dans les corrections d'angle. Et aussi, avec les chirurgies mini-invasives, on a l'arthroscopie qui permet d'explorer les articulations, de faire des ligamentoplasties
sans pour autant faire une chirurgie à ciel ouvert. Donc, c'est des chirurgies qui sont très, très intéressantes et captivantes. Et dans notre contexte, la chirurgie prothétique est toujours archaïque parce que on n'a pas encore atteint ce niveau de chirurgie prothétique là qui permet de soulager toute la population. Parce que nous avons des gens qui souffrent toujours d'arthrose, qui ont des problèmes pour pouvoir avoir une prothèse. Donc, c'est des points qui sont essentiels, par exemple, ici. Donc, en dehors de ça, il y a les chirurgies de réparation de correction et qui sont des points clés actuellement que les gens développent, surtout avec les biobanques pour pouvoir remplacer des os synthétiques. Voilà, pour pouvoir combler aux pertes osseuses qu'on a comme difficulté actuelle. D'accord, merci. Et encore une question, cher maître Seyid. Est-ce que les sous-spécialités que vous avez choisies, ça se pratique au Tchad en général? Docteur Seyid, vous me recevez? Je vous reçois, je suis en salle opératoire. Ok, d'accord. Alors, par rapport à la question que vous venez de me poser, c'est une spécialisation qui se pratique aisément, hein, la célioscopie. Bon, là où j'exerce, ce n'est pas encore en vigueur, mais dans la capitale, avec mes collègues, on a fait la sous-spécialisation, on la pratique parfaitement. J'avais commencé avant qu'on a fait dans la région de l'Est. Donc, la célioscopie est pratiquée dans les 3 grands CHI de N'Djamena. Et la chirurgie cancérologique, on devrait également la pratiquer avec l'arrivée des oncologues ainsi que des anapathes qui sont déjà en vogue. Donc, si la célioscopie est déjà en vigueur dans nos hôpitaux avec l'arrivée des médecins anatomo-pathologistes et des médecins oncologues, il n'y a pas plus mieux que de faire pratiquer ces sous-spécialisations dans notre contexte actuel au pays. D'accord, merci. Y a-t-il encore des questions en cours derrière le point? Une dernière question peut-être? Une dernière intervention ou peut-être un point éclaircir? D'accord, je pense qu'il n'y a plus de questions. Alors, je vais passer la parole à Madame Leila qui va conclure cette réunion. Madame Leila, vous avez la parole. Bonsoir, vous m'entendez? Oui, on vous écoute. Merci. Je suis Sinine Zerbo Leila, médecin généraliste, et je suis là pour le mot de fin. Tout d'abord, nous tenons à remercier chaleureusement nos 2 éminents spécialistes, Dr Seyid Younous Adoum et le Dr Amidou Nanema. Nous vous remercions grandement pour tout ce que l'on a appris ce soir. Votre expertise combinée ont permis d'éclairer sous des angles différents plusieurs d'entre nous. Un grand merci à vous pour la qualité et la clarté de vos présentations. Alors, durant le webinaire, nos 2 invités nous ont fait un bref résumé de leur parcours universitaire et également hospitalier et leurs critères de choix. Ce que nous retenons ce soir, c'est la passion, l'amour de leurs spécialités diverses et également l'étendue de ces différents domaines. Donc, pour les 2 spécialités, la durée de la formation est de 5 ans. Dr Seyid Younous Adoum nous a entretenu sur la chirurgie générale qui est très vaste et également les sous-spécialités que sont la chirurgie des cancers gastriques et la chirurgie laparoscopique qu'il exerce au quotidien. Nous avons compris aisément que la chirurgie générale est passionnante, non seulement dans la pratique, mais également qu'elle permet, la chirurgie générale permet un épanouissement financier. Merci, Dr Seyid. Quant à Dr Nanema, il nous a entretenu sur la traumato-orthopédie
Donc, entre autres, les différentes activités, notamment la prise en charge des patients au bloc, les consultations, les visites au lit des malades, la recherche scientifique, les colloques, ainsi que les congrès. Et pour détailler encore un peu plus, la prise en charge des traumatismes, par exemple les traumatismes liés aux accidents de la voie publique, de la circulation routière et les risques, et également l'orthopédie qui prend en charge les pathologies, on va dire, liées aux malformations congénitales. Sans oublier également les arthroses avancées qui sont prises en charge à leur niveau. Donc, docteur Nanema a soulevé l'aspect artistique de la traumato-orthopédie et a également notifié qu'elle n'est pas une spécialité typiquement masculine. Donc, chers consoeurs, vous y êtes attendus si vous vous sentez à l'aise dans la chirurgie traumato-orthopédique. Ensuite, il faut le dire, comme toutes les spécialités, la chirurgie générale et la traumato-orthopédie, il y a beaucoup de contraintes, notamment la sollicitation continue devant les situations d'urgence. Il y a le poids social, mais comme l'a dit notre très cher aîné et maître docteur Seyid, quand on a une forte conviction et qu'on se fixe des objectifs, cette passion pour la chirurgie reste entretenue. Et n'oublions pas la satisfaction morale de voir les patients guéris après leur prise en charge au bloc opératoire. Enfin, je veux remercier les participants. Merci, chers participants, pour vos questions. Merci d'être restés jusqu'à la fin de ce webinaire. Et merci à notre modératrice et à tous les intervenants. Il y a eu quelques dysauties, nous nous en excusons. Et nous tenons également à informer les participants qu'une version de rediffusion de ce webinaire sera disponible plutôt sur la chaîne YouTube. Merci à tous et à très bientôt. Merci pour cette opportunité. À très bientôt. Merci. Ok, merci à tous. Merci, à bientôt.